Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, un épisode technique aujourd'hui, un épisode technique sur lequel je reçois Mathieu Chauveau. Salut Mathieu. Salut Julien. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va, impec. Merci de me recevoir, c'est la deuxième fois que tu me reçois ici, dans cette salle, ça n'a pas changé. Non. Les décors sont toujours chouettes, bon, c'est cool. Donc je suis content d'être là parce qu'aujourd'hui on va parler de sujets techniques. On avait fait un premier épisode qui présentait ton profil, ton parcours, mais qui présentait aussi Ça compte pour moi, puisqu'aujourd'hui tu es le CEO de Ça compte pour moi, qui est une entreprise d'expertise comptable digitalisée. Voilà. Dis-moi si je me trompe, mais c'est ça, j'essaie de la définir. C'est exactement ça. Voilà. Donc on avait présenté tout ça. J'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à réécouter l'épisode parce qu'on avait vraiment présenté votre modèle aussi et qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à un investisseur locatif, mais aussi à un entrepreneur qui aurait besoin de comptabilité, de juridique, mais aussi d'autres choses parce que vous faites partie d'un groupe qui est beaucoup plus conséquent que Ça compte pour moi, qui est la compagnie fiduciaire, et qui vous permet aussi d'accéder à des avocats, des juristes et plein d'autres corps de métiers finalement qui peuvent être très intéressants et cohérents pour un chef d'entreprise ou un investisseur locatif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet technique qui est le passage du LMNP au LMP. Alors peut-être que pour démarrer déjà l'épisode, on va reprendre des bases du LMNP et du LMP. Qu'est-ce qui fait qu'on est LMNP ? D'ailleurs, en quoi ça consiste ? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut passer aussi rapidement ou pas à LMP ? Effectivement, donc déjà on peut commencer par définir effectivement ce que c'est qu'un LMNP. LMNP, c'est un loueur meublé non professionnel. Donc effectivement, comme son nom l'indique, ça consiste à faire la location meublée. Donc la location à usage d'habitation. Et là on peut le préciser aussi bien sûr. Donc j'achète un immeuble, un bien immobilier, je le mets en location avec des meubles à l'intérieur. Donc au sens, là c'est pas très précis, mais il faut qu'il y ait l'ensemble des meubles nécessaires pour pouvoir vivre dedans. Donc c'est un lit, un canapé, une table, des chaises, etc. Ustensiles de cuisine. Voilà, ce genre de choses pour pouvoir effectivement être qualifié de meublé. Une fois qu'on a donc ce bien qui est meublé et qu'on le met en location, effectivement ça rentre dans le cadre de la location meublée. Donc déjà il y a des spécificités, on va dire au niveau du bail et au niveau d'un certain nombre de choses autour de ça. Et il y a bien sûr une spécificité fiscale, puisque c'est un régime fiscal à part entière qui est clairement, il faut le dire, le régime fiscal le plus intéressant en France que je connaisse de tous les régimes qui existent. D'un point de vue fiscal, c'est clairement un certain qualifié de niche fiscale et je ne crois pas que le mot soit exagéré. C'est quelque chose qui est très, très intéressant aujourd'hui. On va voir pourquoi. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette location meublée, on peut le faire à longue durée ou courte durée. C'est la même chose aujourd'hui. Je précise bien aujourd'hui, il y a une petite spécificité dont on parlera quand même, mais d'un point de vue fiscal, c'est la même chose, qu'on se fasse du longue durée ou courte durée, c'est quand même qualifié de LMNP. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, la particularité aussi quand même, c'est de se dire que le bien on l'a en nom propre. C'est la différence avec une SCI par exemple, où c'est la SCI qui fait l'acquisition, alors que là, c'est bien moi à titre personnel qui fait l'acquisition du bien. Donc j'ai le bien en nom propre, je dois m'immatriculer auprès du centre de formalité des entreprises, donc avoir un numéro SIRET, etc. Donc il faut remplir pour ça un formulaire qui s'appelle le P0I, qui permet de s'immatriculer, d'avoir un numéro SIRET, et ça va nous obliger à avoir des obligations fiscales, puisqu'on va devoir faire un bilan, une liasse fiscale, et déclarer tout ça auprès de l'administration fiscale, et se faire accompagner finalement aussi d'un expert comptable pour faire tout ça. On a vu le LMNP. On a vu le LMNP, les bases du LMNP, on a vu qu'est-ce que pouvait devenir le LMNP. Est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce qu'est le LMP et comment j'y bascule ? Est-ce que je peux choisir d'être LMP demain ? Comment j'y suis par défaut ? Comment je me retrouve à être professionnel ? Enfin, en tout cas, considéré comme tel, même si peut-être c'est pas mon revenu principal ou c'est foncièrement mon revenu principal. Exactement. Donc, effectivement, par défaut, on est en LMNP quand on fait rien. Donc, potentiellement au micro ou réel, on l'a vu. Et ensuite, on va avoir un stade intermédiaire d'ailleurs. On parlait des courtes durées, qui est celui de si je fais de la courte durée et que je dépasse 23 000 euros de recettes. Si je dépasse 23 000 euros de recettes, point, je ne mets pas d'autres conditions pour l'instant, mais que je fais de la location courte durée, là je suis déjà affilié à l'URSSAF. Okay. Première étape. Donc c'est-à-dire que je suis censé payer des cotisations sociales. Pourquoi censé ?
Je dois payer. Je suis censé parce qu'il y en a beaucoup qui attendent que l'URSSAF vienne vers eux Ok. pour le faire. Et franchement, Peut-être la parce qu'ils question, le savent pas, hein, très clairement. que tout Ouais. simplement, effectivement, et puis parce que souvent ça se fait avec un petit temps de décalage, et puis au final, par contre, l'URSSAF elle le fait vraiment de plus en plus. Donc, et généralement, c'est pas agréable quand ils le font parce que c'est sur des cotisations forfaitaires, etc. Donc le temps de régulariser tout ça, ça prend un petit temps. Donc effectivement, quand je dépasse les 23 000 euros de recettes, je dois m'affilier à l'URSSAF au régime des indépendants, c'est-à-dire exactement comme si j'étais artisan, commerçant, que j'étais gérant d'une SARL, c'est la même chose, travaillant en salarié. Donc ça déjà, c'est une première étape. Quand même, je ne suis pas en LMP, je peux être en LMNP, location de courte durée, plus de 23 000, et tu vois là, ça nous donne déjà un indice de... Ils ont fait un truc spécifique pour les courtes durées. Tu vois, Ouais. ça c'était il y a 2 ans. Ouais. En fait, ils le font par étapes comme ça, et à chaque fois c'est courte durée. Donc ils savent distinguer la courte durée et la longue durée, et c'est ceux qu'ils ont envie de cibler. Donc voilà pourquoi en fait ça me fait dire qu'en fait à chaque fois qu'ils prennent ce genre de mesures, ils veulent cibler la courte durée, et à chaque fois c'est assez bien documenté et dit que, enfin, c'est pour faire face à la crise du logement. C'est de combien, on parle de combien ces cotisations minimales? Donc les cotisations, effectivement, alors soit si on est en déficit fiscal, c'est le minimum, Ouais. et si on est, donc le minimum c'est 1300 par an, à peu Ok. près 1300 euros par an. Donc ça c'est pour maladie, retraite et... Même si je suis salarié à côté, Exactement. En gros, tu peux considérer que si tu es payes salarié à d'abord. côté, c'est une taxe. tu payes de quoi? Voilà, ça te sert à rien Ok. parce que tu ne seras pas plus remboursé chez le médecin, tu n'auras pas plus de trimestre de retraite, etc. Et si je suis déjà TNS? Si tu es déjà TNS, par contre, l'avantage c'est que tu payes pas ces cotisations minimales parce que tu es déjà TNS, donc il n'y a Ok. pas besoin de payer les cotisations minimales. Mais est-ce que ce chiffre que je fais en LMNP vient quand même accroître mon assiette Alors si c'est un bénéfice, oui. Ouais. Voilà, c'est le bénéfice qui compte, c'est pas Ok. le loyer. C'est pas le chiffre, c'est le bénéfice. Exactement, c'est le bénéfice. Donc si je suis en déficit, ce qui est généralement, ou en tout cas pas loin d'être le cas, grâce aux amortissements. Notamment quand on fait la longue durée, c'est ce qui se passe, on est toujours à zéro. Ouais. Voilà. En gros, quand on a du rendement à un seul chiffre, on va dire, Ouais. moins de 10%, on est toujours à peu près... Ouais. voilà. Effectivement, là, si on peut avoir des gros rendements à 2 chiffres sur courte durée, potentiellement, là, on peut basculer en bénéfice. Si on est en bénéfice, là, c'est 43% de mon bénéfice. En tout cas, ça, bien sûr, forcément, en tout cas, c'est les minimales jusqu'à ce que j'atteigne ces 42-43% de mon bénéfice, et au-delà, 42-43%. Si donc je suis déjà TNS en parallèle, bah, je vais rajouter mon bénéfice à mon revenu TNS, Ok. qui sera mixé en fait Ouais, dans ok. tout ça. Bon, ça Je a du suis sens. TNS qu'une fois, je peux être TNS sur 5 boîtes différentes, j'ai quand même qu'une seule déclaration à la fin, et en fait je combine tout, et c'est tout ça ce seul revenu qui va faire mes cotisations sociales à la fin. Bon, souvent on se pose la question de savoir. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs ont peur de passer à l'MP. Tu vois, je suis à l'MNP, ok, c'est super, je fais pas d'impôts et tout ça. Oh là là, malheur, je suis plus du tout salarié, donc mes revenus vont baisser, donc mes revenus de location meublée vont augmenter proportionnellement. Je vais dépasser finalement cet équilibre 50-50 en matière de revenus, donc je passe par défaut à l'MP. Qu'est-ce qui se passe en fait réellement fiscalement? Admettons que je sais pas, j'ai quelques biens que je détiens. Qu'est-ce qui va se passer pour moi chaque année? Je vais payer beaucoup plus d'impôts, pas beaucoup plus d'impôts? Donc effectivement, la première des choses, c'est que d'être soumis aux cotisations sociales, comme on l'a dit tout à l'heure, TNS. Si on est au minimum, ça va, c'est pas trop méchant. Ouais. Sachant que si on n'a pas d'autres revenus, dans tous les cas, bah, pour le coup, là, ça permet d'avoir une couverture sociale. Ouais. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième, en fait, bon là, on vient de le dire par rapport au déficit, etc. Et le troisième, effectivement, c'est sur la plus-value. C'est là où la vraie différence se fait, enfin pour moi, parce que bon, les cotisations TNS, je trouve que ça va, c'est supportable. La plus-value, ça change totalement de régime, parce que la LMNP, on est en plus-value des particuliers. Donc je disais, plus-value des particuliers, c'est cool. Prix de vente moins prix d'achat, on réintègre par les amortissements. L'imposition, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est 19% impôt sur le revenu plus 17,2% prélèvements sociaux, donc 36,2%. Ok, c'est quand même pas mal, c'est sûr, ça fait un peu plus d'un tiers du bien, mais j'ai un amortissement pour durée de détention, un tiers de la plus-value, pardon, mais j'ai un amortissement pour durée de détention au bout de 5 ans qui fait que il y a quand même 6% par an jusqu'à soit 22e, soit 30e année, selon si on veut, impôt sur revenu et prélèvements sociaux. Donc on a quand même un régime intéressant. LMP, on passe en plus-value des professionnels, donc il y a des inconvénients, des avantages.
enfin un avantage, je vais commencer par l'avantage, parce qu'il y a des inconvénients et un avantage. L'avantage, c'est de pouvoir, si on est en LMP depuis plus de 5 ans, donc c'est le statut LMP hein, et pas le bien depuis plus de 5 ans, c'est qu'il faut avoir le statut LMP depuis plus de 5 ans. Si je vends mon bien, et donc que je suis LMP depuis plus de 5 ans et que j'ai moins de 90 000 euros de recettes, donc de loyer, j'ai une exonération de la partie impôt sur le revenu. Ok. Sur ma plus-value. Donc les quoi, 19? Exactement, les 19%. Donc ça, c'est l'avantage. Donc c'est ce qu'on appelle le 151 septies du Code général des impôts. Mais je paye quand même mes prélèvements sociaux, 17,2. Voilà. Par contre, il reste les prélèvements sociaux et, ça c'est l'inconvénient principal pour moi, c'est les cotisations TNS sur la plus-value court terme. Donc c'est-à-dire que concrètement, la plus-value court terme, c'est la plus-value réalisée à hauteur des amortissements. En gros, j'ai fait mes amortissements. Quand je vends mon bien, en gros, si on prend un exemple, j'ai vendu mon bien 150 000, je l'avais acheté 100 000. Donc déjà, j'ai économiquement une plus-value de 50 000. J'ai amorti, entre-temps, j'ai amorti 30 000 euros. Donc au final, déjà, ma plus-value, elle va grimper à 80 000, parce que je réintègre mes amortissements. Donc 50 000 plus 30 000, 80 000 euros déjà de base de plus-value. Sur ces 80 000, il y a 30 000 euros à hauteur des amortissements qui est à court terme, et 50 000 euros à long terme. Donc je paye mes cotisations URSSAF sur court 30 terme. 000. Sur 30 000, exactement. Donc sur 30 000, en fait, j'ai à la fois cotisation URSSAF, donc 42% des 30 000. Donc tu vois, ça peut aller vite quand même. Parce que du coup, là, ça nous fait 12 000 en l'occurrence, à peu près, un peu plus. Plus, après, je vais payer sur ma long terme mes 17,2 prélèvements sociaux. Sur mes 50 000 euros. Voilà, sur mes 50 000 euros. Mes 17,2. 8-9 000 euros. Exactement, donc là, on arrive à 20 000 déjà. Et après, il y a la partie impôt sur le revenu. Soit je suis exonéré parce que. Et donc c'est court terme, long terme qui est exonéré quand on est en 151 septies. Donc c'est-à-dire que si je suis plus de 5 ans, moins de 90 000, je suis exonéré d'impôt. Par contre, si je ne suis pas exonéré, j'ai 19 sur tout. Et là, tu peux rajouter une petite. Donc 80 000 fois 19. Donc si je suis LMP. 16 000 de plus. Si je suis LMP depuis plus de 5 ans, mais que j'ai 150 000 euros de loyer par an, je ne suis pas exonéré. Exactement, sauf si, petite particularité, sauf si tu as ton bien, si tu as un LMP avec ce bien depuis plus de 15 ans. Ok, bon, donc c'est soit j'ai pas beaucoup de revenus, finalement, enfin pas beaucoup de loyer. Je suis professionnel, mais pas trop quand même. Oui. C'est ça en fait. Après, ça dépend, parce qu'effectivement, il y a 90 000 euros, ça peut commencer à faire beaucoup, mais ça dépend si c'est de la courte durée, c'est vrai que ça peut déjà plus vite monter. Ouais. Si c'est de la longue durée et qu'il n'y a pas beaucoup de charges, effectivement, et que tu peux commencer déjà à avoir un bon. 82 000 en longue durée, ça commence à être pas mal. Ouais.